L'organisation politique qui est supposée être la principale organisation de l'espace continental africain, à savoir l'Union africaine, a pondu un communiqué qui est une humiliation de la morale, de l'esprit et de l'intelligence. Ce communiqué exprime la préoccupation de l'Union africaine à la suite des informations qui lui sont parvenues, à savoir l'agression américaine du Venezuela, la capture du président Maduro et de sa femme. L'Union africaine appelle gentiment au respect des principes généraux du droit international et appelle toutes les parties impliquées dans le conflit à la plus grande retenue. C'est le résumé du communiqué. Ce communiqué est caractérisé par l'absence du mot condamnation. Pourquoi l'Union africaine est-elle incapable de condamner les États-Unis d'Amérique qui viennent de perpétrer un acte de grande barbarie impérialiste contre le Venezuela? Un acte de violation flagrante du droit américain, du droit vénézuélien et du droit international. Pourquoi la supposée plus grande organisation politique du continent africain est-elle incapable de condamner? La raison est que l'Union africaine est au service d'intérêts non africains, c'est-à-dire prioritairement d'intérêts justement occidentaux, donc américains, européens. C'est une organisation vassalisée par l'Occident. D'abord, elle est incapable de s'autofinancer et elle est incapable de se penser elle-même. Les plus hauts fonctionnaires de l'Union africaine sont désignés sur la base de leur compatibilité avec les 4 volontés des grandes puissances de l'OTAN. Ce sont des valets, des vassaux de l'OTAN. Voilà la réalité. On ne s'attendait ni plus ni moins qu'à cette nullité de communiquer, qu'à cette platitude, qu'à cette fadasse rédaction, dans laquelle, sans queue ni tête, on a presque l'impression que l'Union africaine félicite Donald Trump pour son agression barbare contre le Venezuela. Donc, classons. On sait pourquoi ils font ça. Parce que cette union n'a d'africaine que le nom. C'est une union anti-africaine. On parle du A, moi je parle du AA. Union anti-africaine. C'est malheureusement cette organisation qui siège encore dans les murs historiques de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Maintenant, regardons la suite des réactions. Quelles sont les puissances africaines qui ont fermement et ouvertement condamné, utilisé le terme de condamnation contre l'acte de barbarie perpétré par Donald Trump contre le Venezuela? Je suis désolé de vous dire qu'il n'y a que deux grandes puissances africaines. Je vais ajouter une petite. Mais d'abord, 2 grandes puissances africaines qui se sont exprimées d'une manière courageuse. Vous savez lesquelles elles sont? La République sud-africaine et l'Alliance des États du Sahel, à travers ses ministres des Affaires étrangères. Voilà les 2 grandes puissances africaines qui ont parlé. L'Afrique du Sud a condamné sévèrement l'agression barbare contre le Venezuela et exigé une convocation immédiate d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les mots utilisés par l'Afrique du Sud sont imparables, impeccables. Assumant d'ailleurs son rôle de membre actuel du Conseil de sécurité, l'Afrique du Sud a tonné haut et fort. En cela, elle est digne du combat de Mandela, de Steve Biko. Elle est digne du combat mené par les grands nationalistes sud-africains depuis la période de Shaka Zulu jusqu'à nos jours, avec Julius Malema. Mais vous traversez tout le continent africain pour arriver, eh bien, dans l'Alliance des États du Sahel, où les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel ont directement appelé le ministère des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela pour marquer leur solidarité totale et complète envers le peuple vénézuélien et ses dirigeants et exiger la libération immédiate du président Maduro et de son épouse.
La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi dans un pays, dans un continent de plus de 50 pays, comment ça se fait qu'il y en ait, qui est essentiellement deux puissances qui se lèvent? Deux. Deux puissances. Parce que je vais parler d'un troisième pays. Et même de deux autres pays qui ont fait un certain effort dans ce domaine. Il y a deux autres pays qui ont fait un effort, mais je ne peux pas les appeler des puissances. Puisque ce ne sont pas des pays qui ont déjà atteint ce qu'on peut appeler la taille d'une puissance. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi, eh bien, l'AES? D'abord, l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est consciente de ce qui est à ses portes. L'Afrique du Sud est sous la menace d'une grande déstabilisation occidentale. Parce que les groupes armés terroristes ont été installés sur toute la côte est de l'Afrique, sur le canal du Mozambique qui descend vers l'Afrique du Sud. Les grandes puissances de l'OTAN, qui sont les parraines d'Al-Qaïda et de l'État islamique, ont installé des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Mozambique, dans la région pétrolière mozambicaine de Cabo Delgado. Et cette opération n'a pas échappé au service sud-africain. Ils ont compris qu'au final, ce sont les réserves d'or, les réserves de lithium, les réserves d'uranium, ce sont les réserves stratégiques sud-africaines qui seront bientôt visées par les terroristes au service de l'OTAN. En effet, quel est le business plan que l'OTAN a mis en place pour forcer les Mozambicains à brader leur pétrole et leur gaz? Acte 1, ils ont envoyé des groupes armés terroristes, hyper armés, pour attaquer l'armée mozambicaine, notamment dans la province de Cabo Delgado où des gisements pétroliers et gaziers immenses ont été découverts. L'armée mozambicaine, qui pendant les années 70-80, même dans les années 90, livrait encore une guerre civile terrible face à la RENAMO, Résistance nationale mozambicaine armée par l'Afrique du Sud de l'apartheid, les États-Unis, la Grande-Bretagne, bref, armée par l'Occident. L'armée mozambicaine avait perdu la main. Elle n'avait plus refait la guerre de haute intensité depuis très longtemps et elle a été prise au dépourvu par le débarquement de gens prétendant islamiser des Mozambicains en Afrique australe, en Afrique du Sud. Prise dans cet état de panique, le Mozambique s'est retourné pour chercher de l'aide. Et très rapidement, les multinationales occidentales et les puissances occidentales ont proposé au Mozambique d'accepter l'aide du Rwanda. Or, tout le monde sait que le Rwanda de Kagame, c'est un valet de l'impérialisme et du néocolonialisme occidentaux. Quand l'impérialisme et le néocolonialisme occidentaux déstabilisent un pays, l'une de leurs manières de mettre ce pays sous contrôle, c'est de sous-traiter l'aide à la sécurisation du pays par l'armée rwandaise, qui est, comme vous le savez, une armée de supplétifs de l'OTAN. Donc voilà comment le Rwanda est entré avec des bataillons au Mozambique pour aider l'armée mozambicaine à combattre les terroristes que les patrons du Rwanda ont envoyés. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Est-ce que vous voyez à quel point ces gens-là sont diaboliques, les impérialistes occidentaux? Ils créent Al-Qaïda, ils créent l'État islamique, ils les arment, ils les financent, ils les médiatisent, ils les transportent en avion, ils les déposent en parachute, ils leur donnent des véhicules, des motos, de l'argent, ils leur donnent des munitions, ils leur donnent des drones, ils leur donnent de l'information satellitaire pour attaquer le Mozambique. Le Mozambique, pris au dépourvu, appelle à l'aide. Il recommande au Mozambique d'accepter l'aide rwandaise. Le Rwanda se met alors à renseigner l'alliance otanienne sur tout le dispositif de l'armée mozambicaine. Ce qui permet de stabiliser le terrorisme au Mozambique. Une fois que le terrorisme est stabilisé au Mozambique, on demande aux Mozambicains de céder des pans entiers de leurs puits pétroliers et gaziers. L'État mozambicain pris au dépourvu brade. Voilà comment Total, Exxon, toutes les compagnies pétrolières occidentales s'installent au Mozambique et se mettent à voler. Jusqu'à l'instant où je vous parle. Or, toute cette opération que je viens de vous décrire a été suivie de très près par les services sud-africains. L'Afrique du Sud a bien vu que l'opération qui a été menée au Mozambique n'est qu'une préparation de l'opération qui va être menée contre elle, afin de rétablir un système fidèle
aux acquis de l'apartheid, c'est-à-dire la domination massive, encore plus massive du capitalisme occidental sur les richesses sud-africaines. Voilà pourquoi vous voyez que le parti historique de gouvernement sud-africain, l'African National Congress, est maintenant débordé de deux côtés. L'ANC est en train d'être dépassé. Sur son aile gauche, le mouvement de Julius Malema qui revendique l'émancipation totale du peuple noir et la restitution des richesses africaines aux Africains. Africains entendu par là, noirs d'Afrique du Sud. Et de l'autre côté, l'ancien parti raciste qui s'est reconverti en parti pseudo-démocratique et qui lui représente les intérêts occidentaux et qui lui défend les intérêts des firmes et des multinationales occidentales, américaines, anglaises, européennes, en Afrique du Sud. L'ANC est coincé entre les deux. Soit le radicalisme de gauche, et à ce moment-là, la bataille raciale va s'ouvrir de plus belle, soit alors une alliance avec la bourgeoisie, héritière de l'apartheid raciste blanc, et au service des intérêts de l'oligarchie financière et industrielle occidentale contre le peuple sud-africain. Voilà la situation inconfortable dans laquelle se trouve aujourd'hui, eh bien, l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa. Mais elle sait quelle est la prochaine cible après le Mozambique et la République démocratique du Congo. Elle est la prochaine cible de l'OTAN. Car le plan de l'OTAN a prévu d'envahir progressivement l'Afrique du Nord, le Sahel, le Golfe de Guinée, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Ça fait partie du plan de l'OTAN, la recolonisation complète de l'Atlantique Sud. Donc, l'attitude des dirigeants sud-africains envers Israël dans le conflit israélo-palestinien, l'attitude des dirigeants sud-africains envers les États-Unis dans l'attaque contre le Venezuela, elle est déterminée par le fait qu'ils savent que leur pays est la cible de la prochaine grande déstabilisation en Afrique australe. Vous comprenez? Comprenez pourquoi l'Afrique du Sud est nerveuse? Elle sait qui la guette. Tous les Sud-Africains cultivés et informés savent ce qui les guette. Eux qui sont les premiers producteurs d'or du monde. Vous imaginez que les États-Unis, ils sont les premiers producteurs d'or d'Afrique. Vous imaginez que les États-Unis les regardent comment? Les pays européens là qui n'ont pas d'or dans leur sol, ils les regardent comment? Comment ces pays-là sont-ils les pays détenteurs des plus grosses réserves d'or, si ce n'est en très grande partie par le pillage de l'Afrique? Maintenant, il y a l'autre grande puissance africaine qui s'est exprimée. Et c'est remarquable, et on s'y attendait, c'est l'Alliance des États du Sahel. À travers ses ministres des Affaires étrangères, l'Alliance des États du Sahel a dénoncé l'agression impérialiste barbare des États-Unis contre le Venezuela. Mais vous allez observer. Pourquoi l'AES a-t-elle dénoncé? Mais parce que l'AES sait que le plan qui est développé actuellement contre le Venezuela est celui qui est envisagé contre elle. La précipitation avec laquelle le chef du néocolonialisme français, Macron, s'est précipité pour féliciter Donald Trump d'avoir attaqué sauvagement le Venezuela et kidnappé Maduro, cache difficilement l'envie qu'il aurait, Macron, d'attaquer de la même façon le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et de faire kidnapper mêmement Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. Celui qui n'a pas compris ça a des problèmes, pas seulement d'oreilles, mais de cerveau. L'AES, elle l'a compris. Parce que l'AES, elle est yéré. Comme on dit à Abidjan, elle voit dedans. L'AES a très bien vu la manœuvre contre Maduro. Pourquoi est-ce qu'on attaque Maduro? C'est pas parce que Maduro serait narcotrafiquant. Au nom de Dieu, wallahi billahi talahi, Maduro n'est pas narcotrafiquant. Il y a plus de narcotrafiquants aux États-Unis qu'au Venezuela. Au nom de Dieu. Tout le monde le sait. Donald Trump en premier. C'était un gros mensonge. Or, il y a de la même façon des gros mensonges sur l'AES. Oh, ce sont des dictatures, ce sont des juntes, ils sont en train de massacrer leur population, ils sont en train d'exterminer les Touaregs, ils sont en train d'exterminer les Peuls. Vous savez, ces gens-là, ils sont dans le génocide contre les chrétiens. Attention, ces gens-là, ils sont très dangereux, ils sont dans la recolonisation russe. Vous connaissez tout le narratif occidental mensonger
sur les pays de l'AES? Oui ou non? Il ne resterait plus qu'à dire que dans l'AES, nous, on mange la chair humaine. Comme on a mis ça un jour sur Bokassa avant de le faire tomber en Centrafrique. Vous connaissez la stratégie de diabolisation des dirigeants de ce monde qui ne font pas les 4 volontés de l'Occident. Vous connaissez cette stratégie, oui ou non? S'il vous plaît, partagez massivement ce direct. Il y a des gens qui veulent l'interrompre. C'est quoi? Je suis juste en train de dire la vérité à mon peuple. Ndjeben, Kinkebe, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis juste en train de dire la vérité à mon peuple. Vous voulez couper mon direct, pourquoi? Partagez cette émission. Le fait qu'ils veuillent l'interrompre prouve qu'elle est bonne. Quand ça ne leur plaît pas, c'est que c'est bon. Vous avez remarqué ça? Quand ça ne leur plaît pas, c'est que c'est bon. C'est que c'est très bon. Partagez. Kava yom i. Partagez cette chose-ci. Kava yom ini. Dites-on ambassade bantou. Tinabo, donnez-leur. Tilana, écrivez. Le docteur des preuves est au travail. Et les colonnes de la France-Afrique se contorsionnent comme des diablotés recevant l'eau bénite. Pourtant, nous n'utilisons que la pensée pensée, la pensée parlée, la pensée montrée, imagée, la pensée écrite. On ne fait rien d'autre. Notre épée, c'est le verbe. Le verbe de lumière, c'est tout. On ne griffe même pas quelqu'un. Je n'ai même pas tiré l'oreille de quelqu'un. On dit que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Bon, c'est cette vérité qui blesse sans faire couler le sang. C'est elle-là que nous servons. Donc, pourquoi l'AES réagit-elle? Pourquoi est-elle à l'avant-garde de la réaction africaine avec l'Afrique du Sud? Parce que l'AES est l'objet d'une manœuvre similaire. On commence par une grande campagne de mensonges sur les gens. Comme ces gens ont refusé de brader leur uranium, leur or, leur manganèse, leur coltan, leur lithium, ils ont refusé de brader leur café, leur cacao, leur coton, leur diamant. Ils ont refusé de brader leur uranium. On a décidé de mener une campagne de mensonges sur eux pour les présenter comme des diables et justifier des agressions contre eux. C'est la méthode qui a été utilisée contre l'AES. Maintenant, après plusieurs années d'essai de cette méthode et après plusieurs échecs à provoquer un génocide entre les ethnies, échec à provoquer une guerre interreligieuse dans le Sahel, échec à provoquer une guerre interrégionale entre le nord et le sud des pays sahéliens, échec à obtenir la partition du Sahel à travers la création de groupes sécessionnistes saugrenus, après leur échec à imposer leurs valets dans les pays sahéliens balayés par la révolution panafricaniste, que sont donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ils en sont arrivés à une phase critique. Il faut inventer une accusation de déstabilisation de la paix internationale, la faire porter aux pays de l'Alliance des États du Sahel afin de justifier une campagne de bombardement et d'enlèvement et de kidnapping à la vénézuélienne contre eux. C'est cette campagne qui a commencé par l'attaque opportune et opportuniste du Nigeria par Trump, en complicité avec les dirigeants corrompus du Nigeria, Adebola Tinubu et Youssouf Tougar, des chefs bandits notoires. Les bombardements de Trump au Nigeria ont utilisé un alibi cruel et mensonger, une soi-disant défense des chrétiens du Nigeria, alors que les terroristes tuent aveuglément tous les Africains qu'ils trouvent sur leur chemin. Alors même que les terroristes tuent davantage de musulmans que de chrétiens, puisqu'ils sont souvent situés dans les régions massivement musulmanes de notre continent. Donald Trump a commencé par un gros mensonge. Lui qui n'est pas chrétien aux États-Unis, qui n'est chrétien pour rien au monde, qui est surtout connu dans des histoires de crétinisme que dans des histoires de christianisme, Donald Trump prétend qu'il vient bombarder au Nigeria pour protéger les chrétiens, communauté à laquelle il n'appartient pas. Lui qui ne défend même pas les noirs chrétiens des États-Unis, ostracisés, discriminés, comme George Floyd,
étranglés en plein jour, tous les jours aux États-Unis. Il ne les défend pas. Il prétend venir aimer les Noirs du Nigeria. Lui qui a dit que toute l'Afrique, là, c'était un paquet de pays de merde. Shithole countries. À partir de ce gros mensonge, un détail va nous être livré par la communication impérialiste américaine et par ses valets de la CEDEAO. À savoir que les terroristes que Trump est venu bombarder au Nigeria viennent du Sahel. C'est-à-dire ils viennent de l'AES. Or, puisque Trump se donne le droit de bombarder partout où il estime que l'Amérique a des ennemis, confère Iran, confère Yémen, confère, eh bien, Venezuela, puisqu'il se donne le droit de bombarder partout où il estime que l'Amérique a des ennemis, en accusant les terroristes imaginaires qu'il poursuit à des endroits improbables au Nigeria d'être venus du Sahel, Trump veut se donner la permission d'entrer au Sahel pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. De la même façon qu'il prétendait bombarder au Venezuela pour combattre le narcotrafic, il prétend pouvoir bombarder au Sahel, bombarder en Afrique, partout où il veut pour combattre le terrorisme. Personne n'y croit. Et l'AES sait très bien que la méthode qui est en train d'être rodée par Trump au Venezuela est exactement celle qu'il a commencé à rôder en Afrique à travers ses essais au Nigeria et à travers l'avion espion envoyé par l'OTAN et la CEDEAO pour tenter de caresser la défense antiaérienne de l'Alliance des États du Sahel au Burkina Faso récemment, au mois de décembre 2025. Donc si l'Alliance des États du Sahel, à travers notamment les ministres Abdoulaye Diop, Jean Karamoko, du Mali et du Burkina Faso, s'est exprimée d'une manière ferme, c'est parce qu'elle sait quelle est la cible de cette politique. Par ailleurs, vous avez suivi la réaction courageuse de cette alliance lorsque les États-Unis ont durci leur politique de visa de façon unilatérale envers des pays africains. Cette alliance fait partie des pays qui ont immédiatement réagi par des mesures réciproques. Pourquoi cette alliance réagit-elle de cette façon? Pour dire qu'elle est déterminée à se battre pour sa souveraineté et qu'elle ne se soumettra pas à l'impérialisme occidental et qu'elle ne se soumettra pas aux menaces et au chantage et aux intimidations et à la brutalité de Donald Trump, qui est le patron du bloc impérialiste occidental. Voilà la vérité. Alors, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi les autres pays ne réagissent pas à l'attaque du Venezuela. Pourquoi les autres pays africains, la quasi-totalité des pays africains ne réagissent pas, ne condamnent pas l'attaque du Venezuela? Pourquoi ils se cachent derrière le communiqué de l'Union africaine pour dire l'Union africaine a parlé pour nous tous? Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des pays africains est dirigée par des valets de l'impérialisme américain, de l'impérialisme européen, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. La plupart des pays africains est dirigée par des anti-panafricanistes. Cette crise du Venezuela est un testeur au sens de la chimie. C'est un réactif. C'est quelque chose qui nous permet de voir clair dans la nature des régimes politiques que nous avons à la tête de nos États respectifs, partout à travers l'Afrique. Vous pouvez donc écrire ceci. Tous les pays dont les gouvernements n'ont pas condamné en des termes clairs l'agression du Venezuela par les États-Unis sont des pays vassaux des États-Unis, vassaux de l'impérialisme occidental, vassaux de l'Union européenne. Ce sont des pays néocolonisés, impérialisés, sont des pays dominés par des serviteurs des intérêts étrangers à l'Afrique. Écrivez ça, Tilana Yomi. Écrivez. Prenez la carte des condamnations. S'il y a un pays qui manque dedans, vous savez que ce pays-là est un vassal des États-Unis. C'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai tenu à commenter cette affaire des réactions. Parce que les réactions ont quelque chose de très intéressant, qui vient du langage de la chimie et qu'on appelle le catalyseur, ou ce qui, en quelque sorte, facilite la réaction. Quand nous étions en classe de 3e, en faisant notre chimie de base, nos professeurs de physique-chimie
nous apprenait par exemple à détecter la présence du sucre dans une quelconque solution en utilisant un réactif appelé la liqueur de Féline. Quand vous mettez la liqueur de Féline dans certaines substances, si elle se colore du précipité rouge blic, vous savez qu'il y a du sucre là-dedans. Vous savez qu'il y a du sucre là-dedans. En effet, si vous voyez un pays qui n'a pas été capable de condamner l'agression barbare, impérialiste, sauvage, criminelle des États-Unis, de Trump, contre le Venezuela de Maduro, c'est parce que ce pays-là est commandé par les États-Unis. Tilana Yomi, écrivez. Aya Sebe. Aya Sebe. Prenez la liste des pays africains et étudiez les réactions. Tout pays africain qui n'a pas condamné est un pays de vassaux des États-Unis. D'ailleurs, je voudrais saluer la présidente de la Namibie, Madame Netumbo Ndetwa, qui a condamné dans les mêmes termes que l'Afrique du Sud, dans les mêmes termes que l'AES, l'agression barbare des États-Unis d'Amérique contre le Venezuela. Il faut la citer. Quand je parlais de l'Afrique du Sud, je la considère comme faisant partie du bloc de puissance des souverainistes d'Afrique du Sud avec l'ANC. La présidente de la République de Namibie, Madame Netumbo Ndetwa. Il faut la saluer. Ne l'oublions pas. Elle a parlé. Elle a parlé comme ses frères de l'Alliance des États du Sahel dirigés par le président confédéral Ibrahim Traoré et ses frères, les présidents Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger. L'Afrique du Sud, la Namibie, l'AES ont parlé. Mais tous les autres qui n'ont pas parlé sont des vassaux des États-Unis. Ceci vous donne donc la mesure de la difficulté dans laquelle nous sommes pour construire l'unité africaine. Je connais des gens qui sont assis dans mon pays natal, au Cameroun. Ah, Paul Biya est un panafricaniste. Paul Biya est un panafricaniste. Minalmi. Voici l'occasion de montrer son panafricanisme, non pas en nous écrivant un communiqué alambiqué, comme celui de l'Union africaine. Le Cameroun se sent préoccupé par la situation qui se signale actuellement aux portes du Venezuela. Nous appelons les partis à faire preuve d'une certaine retenue dans le cadre du respect du droit international. Ouais, mon pays. Malchance. Comme on dit chez moi en Djelenkat. Balok. Balok people dem. Balok gomna. Oh, hopalo. Makuchimo. Mama fibongo ndabe wendio. Alok tara lonana o mewo. Mawuya. Zayen Mamout. Ah non. Le Cameroun est un pays panafricaniste. Le Cameroun. Minalmi. Panafricanisme fantôme. Quand tu es Oligui Nguema, on le voit en train de courir à Libreville seulement. Il fait maintenant le footing. Oligui, on a attaqué le Venezuela. Je n'ai rien entendu. Panafricaniste. Lui aussi veut mettre son nom dedans. Ouattara Draman, lui, il est courageux. Ouattara il a pété une bouteille de champagne. Il a bu à gorgée bruyante. Dominique, quelle belle journée. Quelle belle journée. J'ai le sentiment que ça va se passer de la même façon avec mes ennemis de l'AES. Oh là là. Si Donald Trump pouvait venir me prendre comme ça, le petit Ibrahim Traoré. Eh Dominique, ce jour-là, je te dis, non, je te réépouse une deuxième fois, Dominique. Wichou, faut qu'il vienne prendre un Assimi Goïta comme ça. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est magnifique. Ouattara Draman, lui, il est discipliné dans la méchanceté. Lui, il était vraiment content. Il a fêté, il a trépigné de joie. Hein? L'homme à la démarche en point virgule et au faciès asymétrique était heureux. Hier, là. Quoi que tu lui demandas, il aurait été capable de te le donner. Oui! Mais, où sont les aventuriers ambigus? Les panafricanistes. Les panafricanistes de la dernière minute, de la 26e heure. Monsieur Bassirou,
On a attaqué le président Maduro, vous dites quoi? Le Sénégal, vous savez, le Sénégal... Moi, je suis allé saluer la maman de mon premier ministre et mon frère, le président Ousmane Sonko. Je suis dans une mission de paix ces derniers temps. Je ne me suis pas beaucoup intéressé à la politique internationale, vous savez. Bassirou, jeune président de moins de 50 ans. Bassirou, pardon. Faites au moins comme si vous apparteniez générationnellement à la jeunesse. Ouais, dis donc, Bassirou. Quand même, il faut parler de ça. On n'agresse pas un président comme ça, Bassirou. Hein? Vous allez encore laisser Ousmane Sonko prendre les devants. Après, vous allez dire, Ousmane Sonko, il a le sang très chaud. Je lui ai toujours dit, la politique sénégalaise, c'est du tamis. Hein? Il faut utiliser le tamis. Où sont les dirigeants africains? Tinubu, vous dites quoi? Tinubu, I am sleeping. Me, I don't play with my sleep. When I have all my time for sleep, I sleep. Tinubu, tu dors? On t'a bombardé de la même façon. On vient de bombarder Maduro et de l'enlever. Tu ne dis rien? Ouais. Bah alors, Pékin. Ça fait honte et ça fait pitié. Bon, il y a deux pays qui m'ont agréablement surpris par leur réaction. C'est le Tchad, d'un côté, et de l'autre côté, le Ghana. Oui, le Tchad a réagi. Hein. Le Tchad a réagi. Le président Mahamat Idriss Déby Itno fait partie de ceux qui ont réagi. D'abord, il faut rappeler que le Tchad a d'abord réagi quand les États-Unis ont modifié les conditions d'accès au visa. Le Tchad est l'un des premiers pays qui a appliqué la réciprocité aux États-Unis. Et là, quand les autorités tchadiennes ont appris que Maduro s'était fait enlever, qu'il s'était fait kidnapper, le ministre tchadien des Affaires étrangères, sur ordre de son chef, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a dénoncé cet acte. Appelé au respect du droit international et au respect de la liberté du président vénézuélien. J'ai lu, je vous résume le communiqué. Hein. Attention, le Tchad a réagi. Là encore, il faut vous demander, pourquoi le Tchad réagit? Le Tchad réagit comme ça parce qu'il sait qu'il a chassé les troupes françaises et que depuis lors, Paris le guette. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sait que depuis qu'il a chassé les troupes de Macron de N'Djamena, Macron le regarde seulement comme ça. C'est que quand Macron a vu l'opération de Trump contre Maduro, Macron n'a pas pu s'empêcher de se dire « Ah ben ça serait pas con d'essayer un truc comme ça en N'Djamena. Ça serait pas complètement con, tiens. » Oui! Vous avez vu la joie de Macron. C'est pas par rapport au Venezuela. Hein. C'est parce qu'il s'est dit que si Trump a pu faire ça là-bas, moi je peux essayer encore. Je peux tenter les derniers coups de la barbouzerie france-africaine. Je peux kidnapper certains de ces présidents-là. Et Trump m'applaudira. Trump pourrait même me féliciter parce que cela me permettra de ramener les Américains là où on nous a chassés ensemble. On nous a chassés ensemble du Mali, chassés ensemble du Burkina, chassés ensemble du Niger. On nous a chassés ensemble du Tchad quand même. Ça fait trop là. Donc si moi je pouvais réussir des micro-kidnappings comme ça, mais je serais félicité par Trump. Je serais même soutenu par lui. C'est pas con. Et donc, Mahamat Idriss Déby Itno, c'est quand même un officier supérieur de l'armée tchadienne. Quand il a vu comment on a fait, il a regardé comment on a fait sur Maduro, il a dit, on en veut à Maduro pourquoi? Parce qu'il a délogé les troupes néocolonialistes. Parce qu'il a délogé les intérêts impérialistes chez lui. Moi, j'ai un peu fait ça ici. J'ai même trop fait du point de vue de mes anciens patrons, les néocolonialistes français. Donc, je sais qu'ils ont mon macabo. Ils ont mon macabo. Ils montent dans le collimateur. Donc, il faut que je commence d'abord par dénoncer pour leur dire que je sais qu'ils sont tentés, ils seraient tentés de me le faire. Et on sait très bien l'appétence que Macron a pour certains opposants qu'il considère comme ses chouchous. On a vu un faux opposant camerounais essayer de se revendiquer de Macron et espérer que Macron l'installe au pouvoir. Récemment, le principal opposant tchadien qui croupit actuellement dans les geôles de son ancien patron, dont il a été le Premier ministre, était regardé avec des yeux doux à un moment donné par Paris.
Donc, Mahamat se dit, quand on voit Macron proposer que le leader de l'opposition vénézuélienne prenne le pouvoir à Caracas, il peut proposer que le leader de l'opposition tchadienne prenne le pouvoir à N'Djamena. Ah! Attends que j'aille d'abord dénoncer ça pour dire que je ne vais pas accepter ça chez moi. Oui! Donc le Tchad, lui, a perçu, le président Mahamat Idriss Déby Itno a perçu le message subliminal envoyé par le soutien de Macron au kidnapping de Maduro. Il y a vu une application transversale du schéma par un petit coulissement sur l'océan Atlantique du Venezuela au Tchad. Il a vu ça, il a vu dedans. Il a condamné. Mais la deuxième condamnation qui m'a vraiment surpris, parce que je ne m'attendais pas, je m'attendais à peu près à ce que le Tchad intervienne sur ce sujet, mais je ne m'attendais pas que le Tchad aille aussi loin. Jusqu'à montrer, en fait, une certaine hostilité assumée à l'acte posé par Trump. Parce que le Tchad sait qu'il est dans le collimateur. Et que depuis qu'il a délogé les troupes françaises et les troupes américaines, une opération contre lui est prévue. Ça, Mahamat Idriss Déby Itno a suffisamment séjourné aux côtés de ses patrons, les néocolonialistes français, et les patrons des néocolonialistes français, les impérialistes américains, pour savoir que ces gens-là, quand tu leur as dit non une fois, il faut savoir que tu as coupé Ignam pour toujours avec eux. Même quand ils te sourient. C'est pour trouver le meilleur moment de te mordre. Alors, donc, venons à la deuxième surprise. La deuxième surprise, le outsider dans toute cette histoire, c'est le Ghana. Le Ghana de John Mahamad Dramani a pondu un communiqué, mais d'une virulence succulente, qui dénonce avec courage ce qui s'est passé. Je m'en voudrais de laisser cela sans qu'on en parle ici. Qu'est-ce qu'a dit le Ghana? Le Ghana a publié un communiqué très technique. Il a publié un communiqué très technique et très intéressant, dont j'ai publié l'extrait sur ma page. Et ce communiqué est publié par le ministère ghanéen des Affaires étrangères, Republic of Ghana Ministry of Foreign Affairs, press release. Ghana alarmed and deplores military invasions of Venezuela by the United States of America and its subsequent abduction of President Nicolas Maduro and his wife. Traduction. Le Ghana est alarmé, le Ghana est choqué et déplore l'invasion militaire du Venezuela par les États-Unis et l'enlèvement, le kidnapping, l'exfiltration par la suite du président Maduro et de sa femme. Le communiqué est d'aujourd'hui. Accra, 4 January 2026. Aujourd'hui. The government of the Republic of Ghana is alarmed at the unilateral and unauthorized invasion of the Bolivarian Republic of Venezuela by the United States of America and the subsequent abduction of President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in the early hours of the Saturday, 3rd January 2026. Le gouvernement de la République du Ghana est choqué, alarmé par, l'invasion non autorisée et unilatérale de la République bolivarienne du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Et l'enlèvement subséquent du président Nicolas Maduro et de sa femme, Cilia Flores, dans les premières heures du samedi 3 janvier 2026. Ghana expresses strong reservations against unilateral use of force and strongly deplores such acts that violate the Charter of the United States, the United Nations and international law, as well as the sovereignty, territorial integrity and political independence of states. Le Ghana exprime de fortes réserves contre l'usage unilatéral de la force et le Ghana déplore avec énergie de tels actes qui violent la Charte des Nations Unies et la loi internationale, le droit international, aussi bien que la souveraineté territoriale et l'intégrité et l'indépendance politique des États. The Ghanaian government is keenly following the situation in Venezuela with great concern and notes that such assaults on international law
Attempts at the occupation of foreign territories and apparent external control of oil resources have extremely adverse implications on international stability and the global order. Le Ghana, qui suit avec beaucoup d'attention la situation au Venezuela et qui prend acte du fait que de tels assauts contre le droit international portant atteinte par occupation de territoires étrangers et ayant pour but le contrôle apparent par des forces externes des ressources pétrolières, ont de très graves implications sur la stabilité internationale et l'ordre mondial. Ghana also notes with deep concern statements by US President Donald Trump that the US will run Venezuela until such time as we can do a safe, proper and judicious transition, quotation, and that US large oil companies will be asked to go in. Le Ghana note avec beaucoup de consternation les affirmations du président américain Donald Trump selon lesquelles les États-Unis vont gouverner, administrer le Venezuela, jusqu'à ce qu'ils estiment que le Venezuela est en sécurité, entre les mains d'une véritable et juste transition. Et le Ghana note également le fait que le président américain affirme que les grandes firmes pétrolières américaines vont pouvoir maintenant aller au Venezuela se servir. These declarations are reminiscent of the colonial and imperialist era. They set a dangerous precedent for the global order. Such colonial ambitions should have no place in the post-Second World War era. Ces déclarations nous ramènent en arrière dans l'ère coloniale et impérialiste. Ces déclarations constituent un dangereux précédent pour l'ordre mondial. Ces ambitions coloniales ne devraient avoir aucune place dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. To allow this is to put the international community at great risk and undermine the sovereignty of every country. Ghana therefore reaffirms its commitment to the principle of self-determination and holds the firm view that only the Venezuelan people should freely determine their political and democratic future. Permettre que ceci soit fait, c'est miner la communauté internationale et la soumettre au risque, de saboter la souveraineté de chaque pays. Le Ghana, par conséquent, réaffirme son engagement pour le principe de l'autodétermination et affirme de manière très claire que seul le peuple vénézuélien doit pouvoir librement déterminer son avenir politique et démocratique. Ghana calls for immediate de-escalation and the release of President Maduro and his wife. Le Ghana appelle à une désescalade immédiate et à la relaxe, à la libération du président Maduro et sa femme. The government of Ghana shall maintain and defend its long-held principled position against invasion, occupation, colonialism, apartheid, disregard for sovereignty, and all forms of violation of international law. Le gouvernement du Ghana maintiendra et défendra toujours le principe longuement acquis, sa position contre les invasions, les occupations, le colonialisme, l'apartheid, le mépris de la souveraineté des pays et toutes les autres formes de violation du droit international. Voilà le puissant communiqué qui a été délivré par la République du Ghana. Ce communiqué indique qu'à la tête de la République du Ghana, avec John Mahamad Dramani, la pensée panafricaniste, inspirée par le président célèbre, le héros national, le docteur Francis Kofi
Kwame Nkrumah, dont j'ai eu le bonheur de rencontrer d'ailleurs la fille aînée lors du 9e congrès panafricain à Lomé, cette déclaration indique un retour progressif en santé idéologique du gouvernement ghanéen. Alors pourquoi le gouvernement ghanéen le dit-il? Mais parce que le Ghana est l'objet d'une pression comparable. Les gouvernements ghanéens précédents de Nana Akufo-Addo et de John Agyekum Kufuor étaient des gouvernements soumis et lapant les 4 volontés des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Ce sont des gouvernements notoirement vassaux de l'impérialisme occidental qui ont gouverné le Ghana ces dernières années avant l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de John Mahamad Dramani. Ces gouvernements ont offert le Ghana comme base arrière des groupes terroristes. Cela est reconnu par des enquêtes du site d'information de l'Union européenne, Reuters. Le Ghana a pendant très longtemps servi de base arrière aux groupes terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Avec l'avènement de John Mahamad Dramani à la tête du Ghana, il y a un changement en cours de cette politique, qui s'est d'ailleurs traduit, vous vous souvenez, par l'immobilisation récente d'un aéronef suspect d'apporter de l'aide aux groupes terroristes dans la partie nord du Ghana, près de la frontière du Burkina Faso. Ces choses ne nous ont pas échappé. Vous le savez. Donc ce changement d'idéologie de gouvernement, ce retour du panafricanisme historique ghanéen à la tête du Ghana, indique que les autorités ghanéennes sont sous la pression des mêmes puissances qui, bien sûr, avaient obtenu que le Ghana soit un pays hébergeant, comme beaucoup de pays maintenant du Golfe de Guinée, eh bien, des unités d'élite de l'armée américaine. Une base américaine. Le Ghana, sous John Mahamad Dramani, prend conscience qu'il ne peut pas s'éterniser dans l'ambiguïté avec les puissances qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique et prétendre être la terre de Nkrumah, la terre du panafricanisme. Ce communiqué indique un tournant idéologique, géopolitique et géostratégique au Ghana. Il faut donc prévoir que les puissances terroristes et impérialistes vont perpétrer des actes d'agression et de punition contre le Ghana dans les prochains jours. Écrivez ça. Aya Sebe, Tilana. J'invite les autorités ghanéennes à redoubler de vigilance, car leur positionnement contre l'agression américaine, eh bien au Venezuela, va se traduire par des facilités accordées aux terroristes pour les agresser au Ghana. Ce sont des choses que vous allez mathématiquement vérifier dans les prochains jours. L'augmentation des événements terroristes en territoire ghanéen contre les intérêts souverains du Ghana. Mais, si le président John Mahamad Dramani est réellement déterminé à poursuivre l'œuvre du grand président Francis Kofi Kwame Nkrumah, il va s'allier plus fortement à l'Alliance des États du Sahel. Il va s'allier plus fortement à son frère Ibrahim Traoré du Burkina Faso. À son frère, eh bien, Assimi Goïta du Mali. À son frère, eh bien, Abdourahmane Tiani du Niger. Et ensemble, ils vont mener le combat. Ce serait un bon événement que le Ghana se rapproche autant de l'Alliance des États du Sahel, par exemple, que le Togo s'en est rapproché. Ce serait un très bon événement d'un point de vue géopolitique. Ce serait le renforcement de la puissance de résistance africaine contre le plan de déstabilisation qui est ourdi contre le continent. Je voudrais donc saluer ici vraiment ces pays africains qui ont réagi. Et je voudrais ici dénoncer les pays africains qui n'ont pas réagi. Cela est également vrai de ces intellectuels politiques africains qui se sont fait un nom un certain temps et maintenant qui brillent par leur langue de bois pour ne pas froisser leurs maîtres occidentaux, pour plaire à ceux qui nourrissent leur gloriole. J'ai lu pas mal de prises de position tellement ambiguës, tellement entrelacées, tellement enchevêtrées que parfois vous ne savez même pas ce qu'ils pensent réellement, ceux qui écrivent ces prises de position. On attaque le Venezuela, on kidnappe le président vénézuélien. J'en vois qui se lèvent pour expliquer que oui, cela renvoie, vous le savez, cela renvoie à la persistance de la force dans l'ordre international. Oui, ça on sait.
La question, c'est de savoir, tu condamnes oui ou non? En tant qu'intellectuel africain, défendant donc les intérêts de la souveraineté et de l'émancipation africaine, tu condamnes oui ou non? Est-ce que tu vois très bien que l'enlèvement de Maduro, l'attaque du Venezuela, c'est un exercice préparatoire à des enlèvements et des attaques préparatoires, à des attaques de cette nature contre ton propre continent, contre ton propre pays? La question c'est, si tu es un intellectuel, quel est ton rôle? N'est-ce pas de voir venir, de montrer que cela vient et d'aider à préparer la résistance contre cela? À quoi sert-il que ton pays, tes parents t'aient envoyé à l'école, si tu n'es pas capable d'utiliser ton cerveau pour lire dans l'avenir et prévenir ceux qui dirigent, prévenir ceux qui agissent, afin que le malheur ne frappe point les siens, les tiens? À quoi sert l'intellect s'il n'est pas au service du bien commun? C'est un intellect vide, vaseux. Et c'est pour ça que ces intellectuels brillent par des formulations alambiquées. Vous savez, parfois ils font compliqué, sophistiqué, pas parce qu'ils ne peuvent pas faire simple, mais parce qu'ils veulent cacher leur lâcheté. Derrière des sophistications, derrière des formulations, derrière des nuances exagérées, hein, l'utilisation d'un style amphigorique, hein, l'utilisation d'un style abstrait, conceptuel, un style éthéré. On veut donner l'impression par là qu'on est très profond. Non, on n'est pas profond, on fuit le problème. On ne veut pas faire face au problème. Allez les lire, ils ont écrit des tribunes là, qui ne se comprennent ni à l'université, ni dans la rue, ni au village, ni dans les bureaux. Des tribunes qui sont faites, en réalité, pour déguiser, pour masquer leur allégeance à leur maître, l'impérialisme occidental. Un intellectuel qui est soumis à l'impérialisme a cela de difficile, qu'il est obligé de complexifier son écriture, il est obligé de complexifier son expression pour cacher sa trahison. J'espère que vous avez remarqué ça. Plus un intellectuel s'exprime de telle façon que personne ne le comprenne, plus en réalité, il a des choses honteuses à cacher. C'est pas parce qu'ils ne savent pas dire les choses clairement. Hein. Ils savent dire les choses clairement. Hein. Ils savent dire les choses clairement. Ils savent avec François Boileau et son fameux art poétique que ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire arrivent aisément. Ils savent ça. Beaucoup d'entre eux ont lu le chapitre 12 du livre 2 de l'essai sur l'entendement humain de John Locke. Ils ont lu le chapitre consacré The Abuse of Words. C'est l'abus des mots qui ne sont pas utilisés à bon escient, qui est l'une des causes de la querelle humaine. Parlons vrai, disons les choses comme elles sont, exprimons, appelons un chat un chat. Arrêtons de dire un animal poilu qui miaule, qui a des griffes. On peut tromper les gens avec ça. Qui est pour l'intervention de Donald Trump au Venezuela? Qui est contre? Ah non, moi je ne suis ni pour ni contre, je suis neutre. Voilà encore un argument. Vous vous souvenez de comment j'ai répondu à un journaliste pris au dépourvu au Mali, dans cette affaire? Un journaliste africain, malien, qui m'expliquait à moi que lui, il est neutre. Je lui dis, comment ça? Ton pays est attaqué par des terroristes et ces terroristes sont armés par des puissances impérialistes et ce sont les documents officiels de ces puissances impérialistes qui nous permettent de le savoir. Et toi, tu dis que tu es neutre dans quoi? Tu es pour les terroristes et les impérialistes associés qui attaquent ton pays ou tu es contre eux? Tu ne peux pas être neutre face à ça. Si tu dis que ça ne te concerne pas, c'est parce que, en réalité, tu profites de l'agression. Tu es un agent de l'agression. Oui! Donc, allez les lire. Ils sont en train d'analyser l'invasion, du Venezuela, l'attaque du Venezuela, et ils ne sont pas capables de dire à Donald Trump, mais ce que vous avez fait là, c'est une action terroriste. You must be able to say the truth to President Trump, being you American, European, or African, or Asian. Time for truth has come on this earth. Tell to President Trump that what he has done in Venezuela is terrorism. What he has done in Venezuela is colonialism, imperialism. This is barbary. It is not something else. There is no other way to describe what he is doing. You cannot arrest the head of state of a foreign country and bring him to court in your country, pretending that the American law must judge the Venezuelan president. This is not possible. There is no university of law
in this earth, being it in America or outside of America, that can explain this to students. It is wrong in national American law. It is wrong in national Venezuelan law. It is also wrong in international law. You cannot arrest the head of another state and bring him in front of the court of a foreign state and judge him for his policy in his country. You cannot. You can have 3 PhDs, 4 PhDs. I just have 1. You cannot demonstrate that what you have done, you, President Trump, in Venezuela is legal. You cannot demonstrate that it is legitimate. You cannot demonstrate that it is fair. You will never accept that somebody else does the same thing, to America. America cannot accept that any country arrest one of his own citizens and judge it out of America. You'd never accept that Americans be judged at the International Criminal Court of La Haye. You have been threatening many international judges of the ICC because they intended to judge some of your friends like Bibi Netanyahu. How dare you try to explain to American people, to this world, that what you have done in Venezuela is lawful? It is not lawful, Mr. President. This is high criminality. This is gangsterism. Gangsterism, this is the name. Like John Locke told us, just use the right word. And then you have an acquaintance with the real thing. In this open era of truth, justice, and solidarity, we don't fear to say it straight like it is. We believe that it is our duty to open our mouth and to say what we think. We are not asking for hate between people. We have no hate against any people of this world, any race of this world, because we received a wonderful African tradition of hospitality, generosity, charity, love of the neighbor. These values are taught in all our traditions in Africa. We are the first civilization of mankind. We know what is being a human being. Long time before you people in Europe, in Asia, in America, we were. Our ancestors are the first inheritors of this planet. So nevermore, you will teach us your so-called democracy. Fela Anikulapo Kuti called it demon crazy. Demon crazy. It is also diabolic and it is absolutely craziness. You can't do that and pretend that you are at the head of one of the most important democracies of this world. No. You cannot do that and pretend that you are in the rule of the law. No. You cannot do that and explain to our children, to our scholars, to our students, what is international law. This is absolutely nonsense. Mes chers amis, voilà le contenu que je voulais partager en ce dimanche 4 janvier 2026 avec vous. En vous souhaitant une fois de plus une excellente année. Je voudrais saluer tous les pays du monde qui se sont levés comme un seul homme pour dénoncer la barbarie et l'injustice subie par le président Maduro, sa femme et le peuple du Venezuela, agressé par les États-Unis. Je voudrais saluer toutes les Américaines et tous les Américains. I salute and I thank all Americans who denounced what President Trump has done against Venezuela. We are proud of you, American people who denounce, who join the Venezuelan people, who are fighting against this ugly, terrible oligarchy. Because our fight is not a fight against any people, any kind of people, any nation, but a fight against bad policies. Je voudrais remercier
les puissances africaines qui se sont levées, l'Afrique du Sud et la Namibie, pour l'Afrique australe, l'Alliance des États du Sahel pour l'Afrique de l'Ouest, au nord l'Afrique. Je voudrais saluer le Tchad, saluer le Ghana, qui ont pris des positions inespérées, mais étonnamment fortes, pour dénoncer la barbarie contre le Venezuela, parce qu'ils ont vu clair dedans. Et ils savent que cette barbarie est la soupe à laquelle on souhaite les manger eux-mêmes. Je voudrais saluer tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens, ont eu comme nous le courage de la vérité. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons vivre humainement, nous devons nous efforcer de vivre en vérité, en justice et en solidarité. Vivre de façon mahatique. Si nous sommes solidaires dans cet effort de manifester la vérité, nous serons irréductibles, nous serons indomptables, nous serons invincibles. Les réactions donc internationales et africaines à l'agression et au kidnapping du président vénézuélien sont une école qui nous permet de voir plus clair en nous-mêmes. Autour de nous, on voit plus clair. On sait qui est qui, grâce aux révélateurs, catalyseurs chimiques et alchimiques de la crise américano-vénézuélienne. Et par là, on comprend le proverbe qui dit « À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. »